La lutte pas ta cigarette, la lutte pas ta cigarette. Bien parlé, Pagda, bien aimé. Tout à l'heure, elle me crie dessus pendant un quart d'heure et là, elle ne veut pas parler. En attendant, nous, tu peux venir du repos, s'il te plaît? Nous, on a la particularité pendant l'occupation la mobilisation et l'occupation du McDo Martinique un mois et demi, d'avoir passé pratiquement l'intégralité de ces nuits. Voilà, l'intégralité de ces nuits. Donc, je voudrais qu'on la fait souvent. Je ne parle pas beaucoup, mais c'est vraiment le petit de la lutte aussi. Alors, bonsoir tout le monde. Ben, moi, je ne crois pas que je suis Sophie Kamel. Rokero, quand la première fois il est venu au restaurant, déjà, il a dit moi je viens pour l'humain. Bon, moi je lui ai dit en face qu'il était plutôt venu passer le Karcher. Donc il n'a pas trop aimé ça. Et ça s'est avéré que c'était vrai au bout de 2 ans, donc ça a commencé. Donc voilà, moi ça fait 20 ans que je suis à McDo, j'ai fait un peu dans le centre-ville, j'ai travaillé à Canebière, Vieux-Port, Blancard, Porte-d'Aix. Moi j'ai pratiquement fait tous les restaurants. Et c'est vrai que la politique McDo est très très dure. Bon, maintenant avec M. Boakero c'est encore plus dur parce qu'on fait des heures, nous les managers, on travaille comme des équipiers parce qu'on ne fait plus notre travail de manager puisqu'on n'a pas assez de main-d'œuvre. Dans les. Ce qu'on doit faire par exemple dans la journée, on nous montre la main-d'œuvre. Toujours la main-d'œuvre elle est montée, même si on fait du chiffre, mais la main-d'œuvre elle est toujours montée. On ne comprend plus maintenant parce que avec le peu d'équipiers qu'on a, des fois on se retrouve avec 10 équipiers en plein rush un mercredi ou un vendredi ou un samedi soir ou un dimanche. C'est vraiment. Voilà, c'est à l'épuisement et on n'a pas le temps de se reposer, les managers et les équipiers ont subi les conséquences aussi parce qu'on est là à être agressé pratiquement sur eux, on ne devrait pas. Mais bon, on essaie de servir les clients, surtout que maintenant la clientèle est revenue au restaurant. Même si on a eu des grèves, là on commence à faire du chiffre, mais pas assez de main-d'œuvre. Et on ne fait que demander qui l'embauche, mais pour le moment aucune réponse. De toute façon, on n'a plus revu, ils ne viennent même pas nous voir. Bon, ils nous ont envoyé cette lettre ce matin, soi-disant pour notre sécurité qui ferme le restaurant et tout ça, mais je pense le jour où il y a eu la première fois les gilets jaunes qui étaient venus, on n'a pas eu de problème, on a travaillé, ça s'est très bien passé. Mais bon, ça c'était pour lui, pour nous faire comprendre qu'il était là pour nous, mais nous on sait bien que non. Donc voilà, et quoi vous dire de plus? On continue à se battre, on est toujours là et on lâchera rien jusqu'à la fin. Prométhée Kamel, force et honneur. Vous savez qu'on est une équipière, sinon on va dire encore. Non, la force pas, On sait que tu as ton diplôme de sécurité, mais c'est là. Sinon, on peut passer la parole à la salle s'il y a des interventions. Karima peut-être? Madame Mélich? Gérald? Non. D'accord. Ben, tiens, prends les mots. Donc, Karima du syndicat des quartiers populaires de Marseille. Effectivement, c'est une lutte exemplaire, c'est une lutte qui fait honneur aux quartiers populaires. C'est une lutte qui s'inscrit dans l'histoire des luttes nationales, mais particulièrement dans les luttes portées par les habitants des quartiers populaires. Ça je voulais quand même le rappeler. Et sinon, la bataille n'est pas finie, mais comme disait une cinéaste chilienne, quand on lutte, on est vivant. Et c'est ça le plus important. Et quand on est debout, qu'on est vivant, on les empêche de nous enterrer. Ça, c'est aussi ce qu'on peut tirer. C'est debout et vivant, en luttant, qu'on leur fait le plus de mal. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Moi, j'ai beaucoup appris auprès de Kamel, de Tony, de Farida et de toute l'équipe. C'est vrai qu'au début, McDo, c'était pas ma tasse de thé. Le capitalisme, voyou pas, c'est pas ma tasse de thé. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a des travailleurs et des travailleurs qui sont enracinés dans un territoire qui aujourd'hui, depuis des décennies, subit la déshérence en termes d'emploi, et que le peu d'emplois qu'il y a dans ces quartiers disparaissent aussi, et que là, il fallait évidemment être aux côtés des salariés en lutte, tout simplement. Alors,
ce serait bien de faire parler aussi des collectifs de quartiers populaires qui sont venus soutenir les habitants, même s'ils font des SMS là, en direct. Madame Aïcha Mansouri, ça te dit de dire deux mots là, s'il te plaît, pour venir soutenir les salariés de McDo? On peut l'applaudir. Bonsoir tout le monde. Je les soutiens entièrement parce que la plupart des personnes qui habitent dans les quartiers populaires, c'est l'un de leurs premiers jobs en fait. Comme je l'ai déjà expliqué il n'y a pas si longtemps, le 8 mars, même si on a des aspirations qui sont de devenir astronaute, chercheur, au CNRS ou quoi que ce soit, malheureusement la réalité de la vie nous rattrape assez rapidement et dès nos 18 ans, pour pouvoir financer nos études, on commence par des postes au McDo et on se rend compte que pourquoi pas continuer notre carrière parce que ça devient assez compliqué. Donc du coup, ce que vivent les salariés de McDo, je l'ai vécu à Quick et à KFC. On subit une grosse pression morale au niveau du patronat, car justement notre manque de connaissances au niveau du code du travail, ils en abusent énormément. Je vous donne un exemple, c'est-à-dire que moi on m'a toujours dit toujours garder à l'écrit tout ce qui se dit, comme on dit, les écrits restent et les paroles s'effacent. Et c'est exactement ça. Donc là, j'avais très vite commencé la lutte, moi également, au niveau de KFC, lorsqu'on a eu le franchisé au niveau de la Rosse. Et moi, je n'ai pas eu la même force que toi. Je suis partie en accident de travail, j'ai quitté. Et franchement, je vous salue tous parce que le combat que vous menez, c'est le combat de tous les quartiers populaires. Et c'est ce qu'on vit au quotidien. Et je serai toujours là pour vous soutenir. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole dans la salle? Parce que je vois des gens qui se sont impliqués. Ce serait bien que nous disions. Alain, peut-être? Tu dis un mot? Donc, bon, moi j'ai réalisé l'été dernier un film documentaire sur la lutte qui a été exemplaire. Bon, je ne vais pas parler de tout ça, mais simplement pour vous dire qu'il y a un festival du cinéma à Marseille qui s'appelle le Printemps du film engagé, qui avait programmé la projection de ce film, ainsi qu'un film sur la lutte des salariés de Carrefour Le Merlan. Il y a beaucoup de similitudes entre McDo et Carrefour sur les terrasses du restaurant, donc le 1er mai au soir. Et compte tenu de ce qui se passe ce soir, je pense qu'il va falloir qu'on trouve une solution de repli, mais je pense qu'avec Kamel, on a vu déjà quelques hypothèses. En tout cas, notez bien quand même que le 1er mai, on va avoir deux films sur deux luttes menées dans les quartiers populaires, Carrefour Le Merlan et McDo, que les équipes syndicales des deux entreprises vont se rencontrer à l'occasion du débat et qu'on filmera le débat pour continuer le film. Voilà, donc je crois que, je ne sais pas où est-ce qu'il va avoir lieu finalement, où est-ce que cette projection va avoir lieu, mais elle aura quand même lieu et on se battra. Ça fait aussi partie du combat pour la dignité, savoir que la mémoire elle soit transmise et qu'on ne garde pas ça dans les tiroirs et qu'on montre au plus grand nombre, quartier populaire et pas quartier populaire, ce qui s'est passé et ce qui continue à se passer. Voilà, c'est tout. Oui, Philippe, donc un des militants insoumis du 13-14, mais comme Samy a dit plein de belles choses au départ, en fait, j'avais pas du tout parlé, ça m'aurait paru complètement incongru de parler du statut de la fonction publique territoriale à cette réunion, mais je trouve que ce qui est absolument phénoménal dans la lutte qui a été menée par les McDo, quand on voit ce qui a été fait avec la manière dont vous avez réussi à dépasser en mettant en place un contrat qui permette, dans un contrat, d'inclure un certain nombre de droits. Je trouve que quand on voit la manière dont et alors effectivement, comme beaucoup l'ont dit, McDo, on voit bien la manière dont c'est un État voyou, enfin, dont c'est un capitalisme voyou. Et en fait, ce qui paraît complètement flou avec McDo, c'est que quelque part, ce type de relation ou de non-droit, et que vous avez réussi dans certains cas à mettre en échec, finalement, c'est ce mode-là de relation à l'emploi que l'on veut nous imposer comme étant quelque chose de normal et d'une normalité qui devrait, se généraliser. Parce que finalement, entre ce type de relation et les contrats de chantier qui ont été mis en place avec le Code du travail, et aujourd'hui, finalement, la suite qui se fait dans la fonction publique en disant mais
projet. Un contrat de projet, ça serait par exemple dans les collectivités ou dans l'État, c'est simplement le fait de dire, eh bien écoutez, à un moment donné, il y a un projet qui peut être très bien, mais pas de chance, il n'y a plus d'argent, pas de chance, ce projet, il ne convient plus. Et bien du jour au lendemain, on pourrait arrêter et remettre les salariés qui sont concernés à la rue. Donc on voit bien qu'en fait c'est complètement l'inverse. On a parlé effectivement de capitalisme voyou, mais on a un État voyou qui en fait veut quelque part instituer comme norme des contrats de chantier, des contrats de projet, c'est-à-dire au lieu de faire l'inverse, c'est-à-dire au lieu d'aller vers le plan du progrès qui serait d'élargir des garanties, des droits comme vous l'avez fait, et avec cette idée de dire comment ce qui a été gagné à un endroit permet d'être élargi et de bénéficier à d'autres, on voit bien qu'aujourd'hui en fait c'est tout l'inverse qui est effectivement prôné et porté par ce gouvernement, donc patron voyou, État voyou. Je pense qu'effectivement on a la possibilité à la fois effectivement en se battant, mais en utilisant, donc la rue c'est important, les urnes c'est aussi important pour donner son avis et montrer ce jour-là qu'on est contre toutes ces pratiques-là, parce que finalement ce dumping social c'est le seul credo qu'il y a au niveau européen, montrant que nous avons notre valeur ensemble. Bravo encore. Alors, il ne faut pas que j'oublie les quartiers qui sont là aussi. Il y en a un qui est particulièrement concerné par la problématique du McDo Saint-Barthélemy, c'est justement les représentants du Grand Saint-Barthélemy. Alors il y a eu, j'ai vu la fête, j'ai vu la messe et tout. Mais voilà, la Musserie, Picot, Saint-Barthélemy, on va te donner la parole pour nous dire et on encourage. Merci. Bonsoir Yamina, association de locataires de Saint-Barthélemy. On a décidé avec mes collègues de l'association de participer au combat, même si on n'y était pas régulièrement. Mais on est de tout cœur avec vous, ils le savent. On a été le plus possible avec eux et puis on les soutient, on sera toujours là. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Il y a des gens qui voudraient parler? Non, les filles, les équipières ne veulent toujours pas parler? Ah, voilà, mission. Non, dis-moi. Stéphane. Bonsoir à tout le monde, Stéphane, militant France Insoumise. D'abord, bravo pour votre combat, parce que je pense que ce sont ces choses-là qui font avancer les choses et au quotidien dans la société. Et j'ai été effectivement très choqué, même, mais hélas pas tellement surpris sur la façon humaine dont les salariés sont traités, sur toutes les ruses retortes qu'ils utilisent un peu pour vous pressionner comme des citrons. Il y a parmi ça une chose qui m'a un petit peu choqué, là je vais parler sur le contrôle de prunes. Normalement, le CICE, on est bien d'accord que c'est en contrepartie d'une innovation. Non? Non mais à la base c'était ça. Oui, voilà, c'est ce qu'ils nous ont raconté. Or, je n'ai pas l'impression que chez McDonald's, ils vous aient fait inventer des choses ou qu'on a vu. C'est le même Big Mac qu'il y a 20 ans, hein, on est bien d'accord. Donc, à l'inhumanité, ils rajoutent le foutage de gueule total. Et alors, déjà, il est choquant, ce foutage de gueule est total. Et en plus, c'est un foutage de gueule total qui est payé par notre argent public. C'est-à-dire qu'au lieu que cet argent serve à construire des écoles, des hôpitaux, des routes, des autoroutes qu'on privatise du coup à des sociétés qui s'en mettent plein les poches, on donne cet argent à des sociétés qui vont défiscaliser dans des paradis fiscaux, qui vont optimiser dans des paradis fiscaux, puisque c'est le terme qu'ils utilisent. Et donc c'est vraiment une prime, c'est-à-dire qu'on a actuellement un gouvernement des pouvoirs publics, et c'est ça qui est quelque part le plus choquant, qui donne une prime à l'unanimité. Et je pense que c'est ça qu'en tant que citoyen on doit combattre, et qu'à chaque élection, doit être utilisée vraiment pour mettre un grand coup de pied là-dedans. Et bravo à Kamel, bravo à tous les camarades qui étaient avec Kamel.
juste avant de repasser la parole pour la conclusion à Leïla, vous dire que cet après-midi, on était donc, effectivement avec Leïla et Arthur et tous les copains, Antoine, à Herbel, et que là aussi, c'est une lutte qui concerne plus un aspect d'accès à la santé et de droit à l'eau, tout simplement. On parle de choses un peu bizarres, quand même, en 2019, il y a des gens qui travaillent pour Codel et pour Beveré, et puis des gens qui n'ont même pas accès à une eau buvable, parce qu'on ne va pas rentrer dans le débat de potable, mais une eau buvable. Et tout ça, ce petit périple, ça fait sens, parce que pour nous, c'est un vrai espoir. Hein. Alors là, je parle en mon propre. Moi, j'ai espoir que nos futurs députés, Prune, Leïla, se saisissent de cette question qui est une question sociétale, une question fondamentale. C'est-à-dire, encore une fois, le statut qu'on octroie aux citoyens des quartiers populaires, parce que moi, je veux finir, arriver à ma retraite et arrêter de parler des quartiers populaires, j'aimerais tout simplement parler de gens qui vivent dans un autre pays, parce que à toujours jouer Cassandre, à toujours remettre sur la table et sur le métier l'histoire de l'égalité des droits, surtout pas l'égalité des gens, parce que bon, voilà, il faut ça va 5 minutes, mais l'histoire de l'égalité des droits, c'est extrêmement épuisant. Ça mobilise beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de disputes parfois, parce qu'on nous accuse parfois aussi, nous les militants des quartiers populaires, d'être dans une forme de militantisme spécifique. Après, le débat aura lieu peut-être d'autres temps, d'autres lieux. Mais cette aspiration à l'égalité de droit, c'est quelque chose qu'on veut vous faire porter, donc on vous met une grosse charge sur les épaules, mais moi je suis persuadé que vous êtes en capacité de la récupérer. Mais on a vraiment espoir que vous fassiez bouger les lignes, parce que le cadre national, le cadre local, le cadre national, c'est le cadre étriqué. Peut-être qu'effectivement, avec les députés de combat, l'EFI pourra faire avancer ces thématiques-là. Et je vous remercie d'avance de ce que vous ferez pour nous. Et courage. Très bien. Je veux dire juste une phrase par rapport à la fraude fiscale. Donc, Mado a plusieurs stratégies et moyens de pouvoir optimiser. C'est de trouver le moyen de mettre en place un contrôle plus accentué. C'est-à-dire les chiffres d'affaires qu'on déclare, qu'on évite de l'optimiser avec des holdings mis en place par les franchisés et de pouvoir déclarer le minimum pour lui faire croire que les structures ne perdent pas d'argent, qu'elles perdent de l'argent plutôt. Et que cet argent-là qui n'est pas redistribué également. Donc il y a des franchisés qui ne jouent pas le jeu, certes, mais il y a d'autres franchisés qui font semblant de jouer le jeu, qui donnent un minimum. Prenons le restaurant des Champs-Élysées, le franchisé est chez Parmentier. Il a 24 restaurants. 24 restaurants, il génère un chiffre d'affaires par an minute. Donc, mais par contre, il n'a pas d'unité économique et sociale chez lui, sur 24 restaurants. Donc on est encore dans un système un peu vraiment, on abuse de l'argent et du pouvoir. Et je voulais remercier Tara Boufas, le frangin qui nous a accompagnés sur la lutte, qu'on a rencontré sur Paris. Un grand merci d'avoir participé au Pierre de Corps. Pierre de Corps, juste avant que tu parles, il y avait Tony qui voulait faire une petite déclaration d'abord. Non, en fait, on vous remercie tous. On vous remercie tous d'être nos soutiens et à tous les soutiens absents aussi, parce qu'on sait que c'est difficile pour tout le monde de se déplacer à chaque fois sur des dates. Et tout le monde a une vie et tout le monde a d'autres luttes aussi en même temps. Donc, et nous-mêmes, on essaye d'être dans d'autres luttes malgré qu'on lutte dans la nôtre aussi. Donc, mais il a pour habitude, et je sais, je vais me faire engueuler parce qu'il a même le rôle de grand frère, le rôle d'ami, le rôle de collègue de travail. Il a plusieurs rôles, il a plusieurs, et comme on dit chez nous, au fond ça rigole, les camarades ils rigolent, c'est un magicien. Il nous sort toujours une petite carte de sa manche. Et il est toujours très humble. Il est toujours à dire les autres, mais on n'entend jamais parler de sa petite personne. Même s'il est grand. Et pourtant, il est très grand.
Et au-delà de sa taille, parce que c'est vrai qu'il est grand, son cœur il est plus grand que lui. Et c'est quand même. Et on peut vraiment le remercier. Vraiment. Vraiment le remercier. Parce que ça c'est une réalité. C'est une réalité, même quand nous, et moi-même j'en fais partie, hein, il y a eu des moments où j'ai baissé les bras, mais quel militant n'a pas vécu cette situation? Il y a des moments où on baisse les bras et il nous faut quelqu'un qui nous pousse pour repartir. Ben, nous, ce qui nous épate à nous, et c'est pas mes camarades au fond qui diront le contraire, c'est que une fois, on ne rappellera pas un événement qui nous a été très douloureux à tous, une fois il a légèrement baissé les bras, mais en fait c'est notre faute. C'est notre faute. C'est notre faute parce qu'on n'a jamais pensé à nous dire, ben, c'est un humain. Il porte le poids de presque 400 salariés sur ses épaules, depuis 20 ans. On n'a jamais entendu se plaindre, réellement. Mais jamais, jamais. Et même quand on croit que c'est impossible, parce que ce n'est pas la première fois qu'on a affaire à des franchisés véreux, c'est tous les 3 ans ça recommence. D'accord? C'est une franchise, ça dure en moyenne 3 ans. Pour les plus téméraires, on va durer 6 ans, mais encore c'est bien grave. Donc, lui, quand on croit, nous, qu'il n'y a plus d'espoir, lui, il en a toujours. On dit de quelqu'un que quand il est têtu, c'est un défaut. Mais bien souvent, quand on est militant, non, d'être têtu, c'est une grande qualité. Parce que s'il n'y a pas un seul têtu au moins dans le groupe, tout s'effondre. Et en fait, il s'est lui-même interdit de s'effondrer. Et ça n'est voulu. Il est reparti de plus belle. Mais le problème, c'est que des fois, on n'arrive même pas, nous, le suivre. Parce qu'il va plus vite que nous. Et alors, il a un peu toutes ses étoffes et toutes ses écharpes et il n'aime pas trop qu'on dise Kamel, c'est Kamel. Kamel, c'est lui qui nous a suivis, c'est lui qui nous a portés à chaque fois aussi près de la victoire et dans les victoires. C'est Kamel avec d'autres personnes, bien évidemment. Mais c'est Kamel qui est le plus entêté et Kamel qui nous dit, nous on lui dit, il y a un mur là, il faut s'arrêter. Il nous dit non, on va l'escalader ou on va le casser. Mais réellement, il a une volonté à toute épreuve et j'espère que ça durera toute sa vie, comme on dit chez nous, excusez-moi, moi chapeau, c'est une obligation. Mais au-delà de ça, pour faire tout simple, merci quand même. Alors juste, je pense que je peux pas finir cette réunion sans parler de Macron, parce que Samy disait tout à l'heure, il faut aller voter pour les élections européennes, on a du mal à se motiver, tout ça. Vous allez penser très fort à Macron, et puis vous allez aller voter le 26 mai, il y a un seul tour. 2-3 exemples pour vous donner envie d'aller voter ce dimanche 26 mai. Tu parlais de lutter contre l'évasion fiscale, la fraude fiscale, etc. Faire en sorte qu'on scrute davantage les comptes des entreprises pour vérifier que effectivement les profits n'ont pas baissé. Voilà. Essayer de coincer la fraude fiscale là où elle se trouve. Et qu'a fait Macron? Exactement le contraire. Il a supprimé l'obligation pour les petites entreprises de faire appel à un commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes sert précisément à ça, à valider les comptes du comptable et à vérifier qu'il n'y a pas d'entourloupe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a supprimé l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes pour les petites entreprises. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme vous le savez, il a fusionné les différentes institutions représentatives du personnel dans les entreprises de plus de 50 salariés. Toutes les entreprises, mais celles qui ont plus, je parlais moi quand je parle de nation salaire, pour les entreprises de plus de 50 salariés. Jusqu'à récemment, il y avait comité d'entreprise, délégué du personnel, CHSCT. Grâce à Macron, il n'y a plus que dalle, il n'y a plus que le comité économique et social. Tout a été fusionné, ce qui veut dire moins de représentants des salariés, ça veut dire moins de personnes comme vous qui êtes hyper pointus et experts sur le droit du travail, ce qui permet de sauver les droits des travailleurs. Évidemment, on peut se faire avoir, arnaquer quand on ne connaît pas ses droits. Quand on connaît ses droits, c'est plus difficile. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a fusionné toutes ces institutions, comme ça, moins
de représentants du personnel et donc moins de soucis pour l'employeur et pour les patrons voyous. À ça, qu'est-ce qu'il a rajouté? Une petite dose, on aime bien, de mépris de classe, parce que ça fait toujours du bien, parce que des gens qui se démènent comme vous pour aller travailler pour des salaires de misère et défendre leurs camarades, qu'est-ce qu'on leur dit? Vous n'êtes pas content, vous n'avez pas de travail, vous n'êtes pas assez payé, traversez la rue, vous trouverez un boulot. Voilà, donc le mépris de classe, ça fait toujours plaisir. Et puis pour finir, une petite dose de novlangue, ou de marketing politique, ou de discours mielleux, pour vous expliquer que non, grâce à ça, la France va être plus moderne, plus dynamique, on va libérer les énergies, et voilà. Donc quand vous faites un petit cocktail, un petit mix de tout ça, vous pensez à Macron, vous pensez que Macron mène exactement la même politique qui est menée par la Commission européenne en application des traités, et puis vous vous dites que en fait, Leïla, elle serait mieux au Parlement européen que ici avec vous, et même si le Parlement, elle reviendra quand elle sera ici pour parler avec vous. Merci beaucoup à tous et toutes. Bon, j'ai pris un paquet de notes. J'aurais pas la prétention de faire la synthèse là maintenant tout de suite en direct, mais juste pour ce qui est frappant, ce qui revenait beaucoup dans un certain nombre d'interventions, c'est la façon dont il y a à McDo un système organisé pour faire en sorte que les droits sociaux soient le plus bas possible, que les salariés soient dans les conditions les plus précaires possibles. Et ça, ce qui est frappant, c'est la façon dont en fait on est dans le cadre pas d'une dérive, mais bien d'un système qui est organisé pour ça, dans cet objectif-là, avec du turnover. Et comment là-dedans, la franchise est un élément central, est un moteur en fait qui permet de faire en sorte que les droits soient le plus bas possible. Ce qui m'a frappé aussi également, c'est la façon dont on sent que face à une stratégie en fait qui pour organiser le fait de tirer les droits le plus bas possible, face à une stratégie de franchise qui en fait consiste à créer la division entre les salariés, la division entre les unités McDo, à créer des murs. Comment votre stratégie, justement, pour en sortir, pour mettre à bas ça a été de casser ces murs-là. Et c'est frappant, en fait, quand on vous entend, parce qu'on se rend compte que c'est une stratégie qui est mise en place par le système McDonald's, donc de faire en sorte qu'il n'y a pas d'unité économique et sociale comme tu disais, plus de faire en sorte que, comme tu disais Kamel, les restaurants franchisés ne soient pas très longtemps, soient directement, alors que sur les 24 McDonald's de Marseille, Royal, il y avait des droits qui étaient plutôt tirés vers le haut, et bien il y en a 3 qu'on sort de là pour mettre en place du dumping social. Et face à ça, vous arrivez à combattre ce système-là en justement créant des ponts, en faisant l'inverse de ce que eux font. Et moi, ça m'a frappé quand tu racontais la façon dont, en fait, à la base, on est dans le cadre de contrat travail McDo et comment, en fait, vous inventez des manières de faire de l'insertion professionnelle, de l'insertion pour les jeunes qui sortent de prison, d'accompagner les jeunes vers, au-delà de leur expérience à McDonald's, vers la construction de leur carrière avec la formation. Ça m'a frappé aussi quand tu parlais de la famille McDo et puis le fait d'exporter les droits, les acquis, les avantages, les droits, comme tu disais Brune d'ailleurs, à d'autres McDo extérieurs. Et d'ailleurs, je précise que dans le cadre de la préparation de ces auditions de la commission d'enquête citoyenne, du coup, moi, je suis allée rencontrer d'autres syndicalistes de McDo, donc de Paris, de Rouen, de Villefranche, et tout le monde connaît Kamel Ghemari. Hein. C'est vrai qu'on a l'impression, en fait, quand on va parler, on va à la rencontre des uns et des autres, moi je ne me rendais pas compte à quel point c'était un réseau McDo en France, en fait, et où on a l'impression de ressentir cette espèce de famille qui s'est construite dans la lutte, dans la mobilisation, avec effectivement, comme Nick Allen, oui, et au-delà avec Nicolas Allen, donc un Américain qui m'a aussi parlé de Kamel Ghemari, donc en effet, qui est, voilà, ce que tu disais Tony, je pense, c'est vraiment quelque chose qui est reconnu, oui, au-delà de Marseille.
dans le cadre d'une audition d'une commission d'enquête, donc avant tout pour écouter. Et je crois que c'est toi, Mohamed, qui faisait le parallèle, enfin j'ai tout ça là, dans les notes, mais quand tu faisais le parallèle en fait un peu avec l'esprit des ouvriers à l'époque des luttes ouvrières, où en fait le travail était à la fois un instrument de torture et en même temps ce qui permettait de créer de la cohésion et de l'émancipation. Et ça, je trouve ça aussi toujours dans la logique de comment on construit de la solidarité face à un système qui justement nous morcelle pour lui permettre d'arriver à ses fins et puis de tirer le maximum de profit et de richesse vers lui plutôt que de la partager. Je trouve que là c'est assez intéressant parce que quand on vous entend, on se rend compte que l'objectif justement c'est d'avoir tout simplement un emploi qui permette de vivre correctement et d'avoir les droits afférents à un emploi. Et c'est en fait, comme tu disais Prune, c'est pas une lutte pour des avantages, pour des acquis, mais pour tout simplement avoir les droits. Donc il y a la question de l'évasion fiscale effectivement sur laquelle je reviendrai pas en détail, mais Kamel, là, tu disais dans ta dernière intervention le fait effectivement qu'il faudrait que les entreprises soient imposées à l'endroit où elles produisent leurs bénéfices et où elles produisent leurs richesses. C'est quelque chose aussi qui paraissait évident au siècle dernier, mais malheureusement, là c'est devenu dingue, mais on doit revendiquer le fait que justement ces entreprises n'évadent pas leurs bénéfices à l'étranger. Là encore, il est question de quoi? Il est question tout simplement de partager la richesse entre celles et ceux qui la produisent, cette richesse, de donner ses impôts pour le répartir et donner sa juste part à l'État et aux citoyens dans lesquels les richesses sont produites. Donc bon, tout ça c'est une synthèse un petit peu en direct à chaud, mais encore une fois, donc tout ce qu'on s'est dit ce soir, tout ce que vous avez dit ce soir contribuera à la fois à la directive McDo qui sera issue de l'ensemble des commissions, des auditions de la commission d'enquête citoyenne, mais également un petit rapport comme un rapport parlementaire d'une commission qu'on va réaliser pour le 15 mai. En fait, c'est une démarche un petit peu singulière dans le cadre d'une campagne électorale. Comme je disais, on n'est pas dans une réunion publique classique, on n'est pas dans un meeting. Moi, j'en fais un certain nombre dans le cadre de la campagne de meeting ou de réunions publiques où on vient apporter, essayer de convaincre les gens de voter pour nous. Mais nous, on considère dans notre démarche de la façon dont on veut faire campagne, que ça ne suffit pas. Et on souhaite, et d'ailleurs c'est la façon dont on souhaite exercer notre mandat dans le cadre du Parlement européen, c'est ne pas rédiger, il y a trop d'élus qui rédigent leurs lois, leurs directives, leurs rapports sur un coin de table, sans la parole des principaux concernés, des principales concernées. Nous, la commission d'enquête citoyenne sur McDonald's, elle se fait dans la démarche inverse, et elle se fait dans la démarche qu'on souhaite poursuivre au-delà du 26 mai, c'est-à-dire l'expertise, elle vient avant tout de vous, comme tu l'as d'ailleurs dit Brûle, elle vient des principaux et des principales concernés, et qui sont acteurs de justement des projets qui peuvent être portés, des directives qui peuvent être portées, et de la mobilisation qui va avec d'ailleurs pour pousser à ces changements-là. Donc je vous remercie encore beaucoup. C'était une première, cette première audition de la commission d'enquête citoyenne, mais c'est vraiment une super expérience et ça motive pour les semaines qui viennent pour continuer la bataille. Merci encore pour tout et surtout bravo, un grand bravo pour votre